Nouveau rendez-vous de Surface de vérité sur la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans le fauteuil blanc ce soir, je reçois pour vous un homme au discours haut, sans concession quand il s'agit de défendre le monde du travail. Sur le front social, on l'appelle le général. C'est le secrétaire général de la CGTB, la Confédération générale du travail du Burkina Faso, Bassol Mabazié, que je reçois pour vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Alors, le Burkina Faso, c'était très attendu, hein? Peut-être pas pour vous. Attendait en tout cas un nouveau Premier ministre. Il est là, Christophe Dabiré. Et pour vous, vous dites que c'est un non-événement. Pourtant, c'était très attendu. Avant de répondre à la question, j'ai une mémoire pieuse pour les habitants de Yirgou, les habitants de Nafona, les habitants de Orodara, les habitants de la région du Sahel, du Nord et de l'Est, et toutes les familles qui ont été endeuillées à travers des événements assez douloureux dans notre pays. Et quand nous disons que la nomination ou la démission d'un Premier ministre est un non-événement pour nous, il faut bien dire que, quelle que soit la personne qui sera à ce poste, il est de notre devoir de tenir haut le flambeau en jouant correctement notre rôle, qui est le rôle de contre-pouvoir. Pas un rôle contre le pouvoir, mais un rôle de contre-pouvoir. C'est différent. Et c'est très différent, parce qu'un rôle contre le pouvoir, ça veut dire que quel que soit le pouvoir, quel que soit ce qu'il fera, et vous allez stigmatiser, être contre. C'est comme ça qu'on vous voit. Mais justement, c'est erroné, c'est emballé par l'ignorance et les stéréotypes qui sont portés à notre endroit. Bien sûr, c'est malheureux. Il faut tout simplement dire qu'un rôle de contre-pouvoir, c'est un rôle qui est conféré aux organisations de la société civile et précisément les organisations syndicales qui doivent se donner les voies et moyens de contrôler l'action politique, interpeller sur ce qui ne va pas et aller en résistance si toutefois en face il y a une oreille sourde. C'est très différent. On peut aussi faire des propositions. Si ces propositions ne sont pas prises en compte, il faut situer les responsabilités en cas de gramme. Donc de ce point de vue, je pense bien que nous sommes dans notre rôle. Et quand on est dans son rôle de contre-pouvoir, on doit dire la vérité. On doit mettre le doigt sur ce qui fait mal, le doigt sur les plaies afin qu'on puisse y apporter les soins qui s'y est. Et il faut bien savoir qu'on ne pourra pas être apprécié par tout le monde. Même Jésus-Christ n'a pas été apprécié par tout le monde. Voilà. Alors, ce Premier ministre-là, Christophe Dabiré, Marie-Joseph, 71 ans, c'est la sagesse, c'est l'expérience. On dit de lui qu'il est modéré, il a une connaissance de l'administration. Ça, ce sont des atouts. Je pense que, premièrement, il faut dire que nous ne sommes pas au parfum des critères qui ont prévalu au choix d'un homme du système et également les qualités sur la base desquelles ils se sont basés pour le choisir, encore moins sa lettre de mission. Mais ce que je vais dire, comme vous avez évoqué la question de son âge, il faut dire de toute façon, de 0 ans jusqu'à ce qu'on retourne à la tombe, on est né sur une patrie, on appartient à cette patrie, on doit la servir vaille que vaille, avec patriotisme, avec engagement, détermination, sans bien sûr faiblir sur les énergies qu'il faille dépenser pour défendre de façon très ferme cette patrie. Donc on doit être au service de la patrie. Mais maintenant, par rapport aux différents postes que vous avez cités, je constate également qu'il a été ministre de la Santé. Il a également été ministre de l'enseignement secondaire supérieur de la recherche scientifique. Et bien sûr, c'est sous son passage qu'il y a eu l'invalidation de l'année scolaire et universitaire 99-2000. Il a été aussi député au niveau de l'Assemblée nationale, même responsable de la commission des finances. Il est aussi acteur au niveau de l'UEMOA, organisation au niveau de laquelle nous avons un regard pas du tout agréable, d'autant que ce sont les critères venant de cette organisation qui sont répétés par les différents dirigeants politiques africains comme des perroquets et allant dans le sens de maintenir les travailleurs dans la misère indescriptible et inacceptable. Du coup, vous semblez pas très sûr, vous semblez sceptique sur ses capacités à conduire la barque? Ce n'est pas une question d'assurance ou de scepticisme. Qu'il soit capable d'assurer la barque ou pas, je dois aller au-delà de l'émotionnel et retenir que ce n'est pas un individu. C'est un système qu'il a envoyé en mission. Il est tout à fait clair que par rapport aux objectifs qui lui sont consignés, si lui-même il ne marche pas comme le système le souhaite, ce n'est pas évident qu'ils vont le laisser. Donc, ce n'est pas ce que nous regardons. Nous disons que quel que soit l'individu, nous devrions rester au front. Et c'est un appel justement qu'il faut lancer à l'ensemble des travailleurs, à l'ensemble des populations, de comprendre que dans notre pays, la haute volta, depuis les années 1960 à nos jours et même bien avant, il n'y a pas des acquis qui ont été donnés de gaieté de cœur forcément par les dirigeants.
les acquis s'arrachent de haute lutte. Donc, ça dépendra tout simplement de notre mobilisation, notre détermination, notre unité, notre engagement et détermination à rester au front pour pouvoir arracher ces acquis. On était arrivé à une situation où l'exécutif était décrié, désavoué, critiqué de toutes parts. Ce changement, il le fallait. Et nous critiquons le système. Et l'exécutif faisant partie de ce système, de ce point de vue, on ne peut que critiquer l'exécutif. Nous n'avons pas demandé à qui que ce soit de faire des changements. Pour nous, nous avons aussi constaté que depuis les années 60, comme je l'ai dit, il y a eu combien de gouvernements? Voilà pourquoi nous qualifions ce type de changement de jeu de chaises. Les résultats et les acquis nous conférant et venant de nous ne viendront pas forcément de ces questions de jeu de chaises. Il y a des critères qui ont prévalu à sa nomination. Il y a des qualités sur la base desquelles ceux qui l'ont nommé se sont basés. Nous, ce n'est pas ce que nous regardons et je le répète. L'homme, il est modéré. Sûrement, l'un des défis, ça sera la qualité du dialogue social pour l'exécutif qui est en train donc de s'installer. Alors, c'était le défaut de Paul Kabathieba? Non, il ne faut pas ramener les insuffisances d'un système à la hauteur d'un individu. Voilà pourquoi il faut déplorer que ceux qui ont applaudi Kabathieba depuis son arrivée jusqu'à son départ retournent la veste rapidement et trouvent que l'autre a des qualités. C'est comme si tout ce qu'il y avait de travers était à reverser sur Paul Kabathieba. Nous ne voyons pas des individus, nous voyons le système en tant que tel. Et nous avons aussi dit qu'il faut avoir la tête sur les épaules et comprendre que le système qui nomme les premiers ministres est un système qui est bâti en tant que tel dans le fond sur l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est un système qui ne veut pas véritablement mettre l'homme au centre de sorte à ce que les préoccupations essentielles qui puissent lui permettre de vivre de façon intègre et digne soient prises en compte. Quand on a ces éléments en tête, on doit comprendre que ce qui nous reste, c'est notre mobilisation, notre détermination, notre unité et la lutte. S'il y a eu échec du dialogue social au passage de Paul Kabathieba, c'est beaucoup plus bien sûr, la responsabilité du président? C'est lui qui l'a nommé, c'est lui qui a déterminé le contenu de sa lettre de mission. De toute façon, les préoccupations que nous avons posées depuis le 15 novembre 2015, bien avant l'élection présidentielle, ce n'est pas à Paul Kabathieba qu'on les avait adressées, c'est à l'ensemble des acteurs qui s'étaient présentés pour se faire élire président. Donc, on s'adressait à ceux qui étaient en train de battre campagne pour se faire élire. On ne savait pas qui allait être Premier ministre. Donc, nous, notre interlocuteur, même si on échange avec le Premier ministre, l'échec d'un dialogue social ou de toute autre politique, c'est le premier responsable du pays. C'est lui qui doit rendre compte au peuple burkinabé de ce qu'il a fait, de son mandat et des engagements qu'il a eu à prendre à l'endroit de tous les acteurs. Et pour vous, donc, le bilan de Paul Kabathieba, c'est le bilan de Roch Kaboré Tchoukou? Mais il est tout à fait clair, puisque lui-même, il le dit, le plan national de développement économique et social, il dit que c'est puisé du programme politique de Roch Marc Christian Kaboré. Ce sont les engagements pris sur la base de ce programme-là qui est en train d'être mis en œuvre. Donc, de mon point de vue, je le dis, je le répète, le premier responsable du pays qui a battu campagne, qui a été élu, il sera tenu pour premier responsable en cas de tout échec. Christophe Dabiré, en son temps, quand il était dans l'exécutif, justement, il a eu à gérer des crises, que ce soit au ministère de la Santé ou au ministère des Enseignements secondaires supérieurs et de la Recherche scientifique. Vous l'avez dit, c'est à son passage qui a eu cette année invalidé. Mais il a été confronté à ces situations de dialogue, visiblement. Donc, il a l'expérience sûrement du dialogue. Est-ce que ça pourrait aider à changer les choses? Aider à changer les choses ou pas, comme je l'ai dit, nous sommes vigilants et on doit rester vigilants parce que s'il y avait une question d'expérience au niveau du dialogue, on n'allait pas aller à une invalidation de l'année qui était une première dans notre pays avec une création d'intra et extramuros. Il viendra au pied du mur, il y a des préoccupations qui sont sur la table du gouvernement, c'est la mise en œuvre de l'ensemble de ces préoccupations, les résolutions qui nous permettront de savoir véritablement si M. Marc Christian Kaboré a choisi de façon conséquente la personne qui devait mettre en œuvre l'ensemble de ces politiques et décisions. Au pied du mur, justement, pour le nouveau Premier ministre, il y aura ces protocoles d'accord, notamment au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, mais aussi au niveau donc, des finances, des protocoles. La mise en œuvre pose problème, mais en face, le gouvernement présente des réalités. Oui, et quel type de réalité que le gouvernement présente? Nous aussi, nous avons des réalités que nous présentons au gouvernement. Parce que quand je prends par exemple la question du système éducatif, ce qui est hautement déplorable, ce que nous vivons aujourd'hui, indique que les acteurs politiques, même en association avec les acteurs traditionnels et religieux, il faut qu'on élève notre niveau de responsabilité. Parce que ce que nous donnons à voir à l'ensemble des élèves qui vont à l'école et même à la population, ce n'est pas une bonne forme d'éducation. Parce que quand vous vous retrouvez en tant qu'acteur au plus haut sommet, vous signez un protocole d'accord,
Et année après, des élèves de 6e, du CP1 jusqu'à la terminale, doivent comprendre que malgré les sommités qui se sont retrouvées signer un protocole, personne ne peut lever le doigt pour exiger la mise en œuvre correcte. C'est quand même déplorable. Le deuxième niveau, c'est au niveau du ministère de l'économie et des finances. Quand on les incrimine en les jetant en pâture, nous avons toujours demandé que les différents dirigeants aussi, en termes de transparence, nous disent quel est le nombre des caisses noires, qu'est-ce que chaque caisse noire contient. Parce que quand on incrimine, par exemple, le ministère en disant qu'eux seuls, ils s'accaparent de 55 milliards, je ne sais pas quel qualificatif coller au professionnalisme et à la capacité intellectuelle des gens qui peuvent bloquer un système. Je vais parler des dirigeants, pour que les travailleurs aillent en grève et perdent près de 200 et quelques milliards. C'est eux qui ont fait l'évaluation de l'impact de ces grèves. Donc, comment on peut accepter d'aller perdre 250 milliards en termes d'impact de grève, au lieu de résoudre une question de 55 milliards. Autrement, vous justifiez l'intérêt des fonds communs? Deuxième aspect, j'ai dit que les fonds communs existent depuis les années 1961. Et troisième aspect, ils savent très bien que quand ils ne veulent pas dire la vérité aux uns et aux autres, la part de tout un chacun de ces fonds communs, c'est combien? La présidence prend combien? Le Premier ministère prend combien? La ministre elle-même qui a été fait l'exposé prend combien? Et autrement, il faut aussi aller dans le fond des débats et dire, si vous impactez un élément en posant une règle de 3 ou en posant une équation, en disant x égale à k fois y, x étant le montant du recouvrement des recettes internes, k étant une constante, et puis y étant la proportion qui doit être servie aux agents, il est tout à fait clair que l'année dans laquelle ils vont se défoncer et puis faire un recouvrement conséquent, cette équation va forcément varier. Donc quand on revient dire que dans telle année c'était à 11 milliards, aujourd'hui c'est 55 milliards, je me pose la question, où est-ce que ceux qui tiennent de tels propos ont fait leur école? Et puis aussi, il faut aller dans le fond et dire, mais là quand on ramène la question, les difficultés que traverse notre pays à ces questions de 55 milliards, l'Assemblée nationale a fait combien d'études qui indiquent qu'au niveau du foncier, au niveau des mines, au niveau des infrastructures, au niveau même de ce que les anciens dirigeants, et ceux même qui sont toujours à des postes de responsabilité doivent, pourquoi ils ne les récoltent pas? Le problème fondamental de notre pays, c'est un problème de gouvernance. Quand on crée 5, 10, 7 institutions, sans justifier véritablement pourquoi ces institutions doivent exister, pour y mettre des amis, des copines, des copains, mais après on vient dire, il y a le Haut Conseil du dialogue social, il y a le médiateur du FASO, il y a le Conseil économique et social. Donc si on sait qu'on a des blocages, on a des difficultés financières, pourquoi aller jusqu'à ce niveau? Puis ce sont des institutions qui doivent jouer le même rôle. Donc voilà, par exemple, un exemple que nous avons donné à ce niveau. Deuxième élément, vous prenez l'Assemblée nationale. Le fonctionnement du budget avec Blaise Compaoré était autour de 8 milliards. Aujourd'hui, ça fait combien de milliards? Est-ce qu'une telle Assemblée nationale est-il habilitée à sortir dire que les travailleurs doivent serrer la ceinture? Le budget augmente parce qu'il y a une Assemblée nationale à construire. Oh oui, il y a une Assemblée nationale à construire. Je ne parle pas du budget de 2019. Quand ils sont venus, le budget avec Blaise Compaoré était autour de 8 milliards. Avec la transition, c'est parti à 11 milliards. Quand ils sont venus, c'est passé à 14 milliards. Je ne parle pas de ce qui a été budgétisé pour reconstruire l'Assemblée nationale. Donc, autant revenir au fonctionnement, au budget fonctionnel du temps de Blaise Compaoré pour avoir un discours qui soit crédible. Troisième élément, quand vous prenez les ministres qui viennent, ils se font signer des propres contrats qui violent le décret de décembre 2008. Des émoluments qui ont été institués et plafonnés par Blaise Compaoré dans ce décret, où un ministre doit toucher 1 155 000. Quand un ministre vient signer un propre accord qui lui donne 5 540 000, quand vous faites la différence, ça fait 4 500 et quelques mille. Le SMIC dans notre pays, c'est 32 218 francs. Dans l'exécutif, il ne faut pas misérabiliser j'arrive à ce niveau. Si vous prenez ce qui est indûment perçu divisé par le SMIC, ça fait le salaire de 135 personnes, qui est illégalement perçu par certains ministres. Est-ce que des gens comme ça sont habilités à dire que Thomas Sankara a dit qu'il faut de l'eau pour tout le monde au lieu de vin pour quelques heures? Mais maintenant, vous dites aussi que ceux qui tiennent le langage en disant qu'il ne faut pas misérabiliser le ministre, c'est pas n'importe qui. Mais oui, le ministre, ce n'est pas n'importe qui. Il faut être doté d'inconséquences à un certain degré pour tenir de tels types de propos. Un ministre, c'est d'abord un serviteur. Ce n'est pas quelqu'un qui vient se servir, c'est quelqu'un qui sert. Donc si vous venez servir, vous devez savoir qu'il y a des sacrifices à consentir. Et on dit l'exemplarité est le seul moyen qui puisse permettre à votre interlocuteur d'être convaincu de ce que vous dites. Donc, quand vous dites que le ministre n'est pas n'importe quel lambda, le ministre, ce n'est pas n'importe qui, vous mettez quoi à l'intérieur? Mais c'est ça justement. Quand un ministre, par exemple, doit percevoir près de 300 à 400 comme bon de carburant par trimestre,
Vous vous êtes posé la question de la dotation en carburant qu'on donne à une équipe des forces de l'ordre qui se trouve sur le front en train de se battre pendant la période de la tenue. Il y a eu des efforts de rationalisation quand même qui ont été opérés. Oui, mais justement, c'est facile de sortir communiquer, dire qu'on a fait des efforts par-ci, par-là. Nous avons aussi des yeux techniques à travers les travailleurs qui font des vrais constats pour voir exactement ce qui se fait. Donc, nous disons qu'une chose est de tenir des propos et une autre chose, c'est d'avoir les preuves qui collent à ce que vous êtes en train de faire. Quand quelqu'un dit, par exemple, lui, il circulait dans un véhicule dont le montant dépassait un talisman et qu'il a fait 3 ans sans voir ses enfants, mais avant de venir, vous ne savez pas que vous devrez être dans une fonction assez contraignante, ça, ce ne sont pas des arguments. Ce ne sont absolument pas des arguments. Quand on vous invite, le peuple vous demande de venir vous investir pour une patrie à laquelle vous appartenez, c'est le sacrifice qu'il faut consentir. Voilà pourquoi nous avons dit, quand il a convoqué la conférence sur la remise à plat des salaires, nous n'avons pas refusé la conférence. Pourquoi ils ont refusé notre proposition? Nous avons dit qu'il est mieux de convoquer une conférence sur les ressources nationales. Pourquoi vous voulez imposer nous n'imposons pas. Dès lors qu'on estime que nous sommes des partenaires sociaux, la société est organisée en entités politiques et en entités sociales. Aucune partie n'est négligeable. Donc, il y a ceux qui dirigent en termes d'éléments qui ont été élus qui sont au pouvoir. Il y a l'entité politique qui s'oppose en termes d'opposition. Il y a la société civile qui doit avoir une certaine maturité et un certain niveau de lecture de l'action politique, proposer, critiquer et puis apporter des solutions. Donc, nous ne sommes pas des robots mécaniques qu'il faut trimballer, aller s'asseoir sur une table pour discuter. La proposition que nous avons faite, elle avait été prise en compte. Ça veut dire analyser l'ensemble des ressources de notre pays. Nous avons près d'une douzaine de mines industrielles. Qu'est-ce que le Burkina gagne dedans? L'ensemble de tout ce qui doit à l'État. Il y a un code minier qui a été révisé sous la transition. Oui, le code minier a été révisé sous la transition. Je vous dis douloureusement que l'article qui dit qu'il faut prélever 1% pour l'investissement au niveau communautaire, pourquoi ce n'est pas mis en œuvre jusqu'à présent? C'est des questions qu'il faut se poser. Donc, une chose, c'est d'avoir des lois, c'est de voter des lois. Une autre chose, c'est d'aller sur le terrain et voir l'applicabilité réelle de ces lois. Donc, le Burkina peut être même classé en premier pays ayant des beaux textes, mais le contenu confère quoi? C'est là aussi la question. Est-ce que pour vous, finalement, la priorité pour le nouveau Premier ministre et son équipe, ça doit être cette action forte en direction de la lutte contre la corruption? Mais tout à fait. Il faut une action forte en direction de la lutte contre la corruption. Il y a l'ensemble des rapports d'enquête qui ont été déposés par l'Assemblée nationale. Il faut les parcourir et puis les mettre en exécution. Que ce soit les infrastructures qui ont été mal exécutées, que ce soit les parcelles qui ont été pillées, que ce soit ceux qui doivent à l'État, au niveau des mines, ainsi de suite. Il faut faire en sorte à ce que tous ces rapports-là soient mis en œuvre. Nous avons également exigé à ce que le gouvernement revoie les institutions qui piétinent les unes sur les autres, dont on ne sait pas exactement quel est leur rôle. J'ai cité un certain nombre d'institutions, donc quand on regarde aujourd'hui... Le haut représentant, par exemple? Le haut représentant du chef de l'État, même ça. Et même quand on nomme un ministre d'État auprès de la présidence, il fait quoi? Nous savons que dans les années 2000, pour tenter de briser l'élan de lutte sur le front, on a nommé un ministre d'État auprès de la présidence, mais c'était lui donner une valise pour se promener et voir avec les familles des victimes s'ils pouvaient prendre de l'argent et mettre de côté la question de la justice. Vous voyez, quand on construit sur le faux et sur ce qui n'est pas vrai, il est tout à fait clair que nous sommes en train de créer des conditions délétères pour le futur. Et c'est ce qu'il faut refuser. Il faut avoir le courage de se regarder dans la glace, se dire la vérité et faire en sorte à ce qu'ensemble, on puisse construire le pays de façon engagée avec un niveau de sacrifice appréciable. Pourquoi, justement, après une insurrection qui devrait permettre de repartir sur de nouvelles bases, faites de probité, d'engagement, d'intégrité, on se retrouve encore à une telle situation? Non, mais justement, voilà pourquoi nous disons que l'insurrection n'a pas atteint les objectifs qui devaient être visés en termes de changement radical. Voilà pourquoi nous parlons d'insurrection et non de révolution. Le deuxième aspect, c'est une fois de plus interpellé la jeune génération à comprendre que quand on pose un acte, parce que ça a été l'une des plaies au niveau de l'insurrection, quand on pose un acte, il faut éviter de déballer du revers de la main en disant « c'est nous qui avons fait cela, ceux qui nous ont dévancés n'ont jamais rien fait ». Par exemple, quand vous prenez la question de l'insurrection, c'est depuis l'assassinat de Norbert Zongo et même bien avant, ça a été un processus de construction en termes d'éveil de conscience des populations. Donc, si les uns et les autres avaient été ouverts et que les concertations avaient été assez profondes, ce n'est pas évident que ce que nous avons vécu, on n'allait pas pouvoir aller vers un mieux-être. La preuve est que les gens ont mis la pression même sur la transition après en disant que ce qui leur était dévolu en termes d'objectifs, même les institutions internationales,
On dit que leur seul objectif, là, c'est d'organiser des élections. Mais ils ont organisé les élections, nous en sommes où? Parce que nous avons interpellé, je me rappelle, le 6 février 2014, quand M. Zéphirin Diabré est venu à la Bourse du Travail pour nous rencontrer, c'est moi qui ai dirigé la délégation en tant que secrétaire général d'une des centrales syndicales, et nous leur avons dit qu'il fallait qu'on s'asseye et voir véritablement quels sont les différents mots au niveau de notre pays afin d'aller au front ensemble. Mais les gens ont refusé, ils ont même dit que Rochmark, Christian Kaboré, les Salif Diallo sont venus à la place de la nation. Ils ont présenté leurs excuses, ils ont dit qu'ils ne vont plus jamais recommencer. Mais comparé aujourd'hui, ont-ils recommencé, oui ou non? Ce n'est pas moi qui le dis, puisque Étienne Traoré, professeur à l'université, qui est même du groupe de la majorité, a dit que tout est pire qu'avant. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc voilà pourquoi il faut savoir avec courage, si on veut construire un pays, de sorte que demain il puisse tenir, les questions émotionnelles et autres, là, il faut les mettre de côté et aller dans le fond des choses. Et même quand la transition a commencé, nous avons voulu dénoncer pour dire allons dans tel sens, n'allez pas dans tel autre sens. Des gens sont sortis crier pour interpeller Michel Kafando, dire de mettre fin à la rucratie. Aujourd'hui, eux tous, ils reconnaissent qu'on avait intérêt effectivement à rester en veille. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les dossiers, tous ceux qui ont été arrêtés sous la transition, ainsi de suite, on les libère soit pour des questions de santé. Quand vous voulez poser la question, on dit non, c'est le rôle de la justice et le gouvernement ne s'y mêle pas. La justice, elle est indépendante. Mais justement, la justice est indépendante quand on falsifie une décision de justice à la Cour de cassation pour procéder à l'annulation de mandat d'arrêt international contre quelqu'un. Ça, c'est une indépendance? Ce n'est pas une intrusion politique, ça? Vous avez pris, par exemple, le cas de ce dossier Norbert Zongo. À son temps, dans le même système, il y a un ministre qui a osé dire, Bourema Badini, qui a osé dire s'ils ont un dossier et ils préfèrent le confier à leur juge acquis que de le confier à n'importe quel juge. On a abouti à quoi? À un non-lieu. Mais les mêmes juges qui ont eu le courage de poser un tel acte gravissime dans l'histoire, aujourd'hui, si vous fouillez l'appareil, le régime d'État, vous allez les trouver à des postes de responsabilité. Pourquoi? Donc, si on voulait réellement construire, à partir de la transition, ce sont des gens qu'on devait mettre au pas. Chacun doit être jugé. Et pour terminer, je dis, ce n'est pas la peine qu'on donne l'impression qu'on est dans un environnement où on peut créer toutes les conditions sans sortir. Il faut qu'on travaille de façon sereine, qu'on éduque le peuple burkinabé, les générations montantes, de sorte que ce soit avec nous, après nous, qu'il y ait un jour, même tous ces procès théâtraux tenus là, il y a des procès qui seront recommencés. Le procès de Pouche, par exemple? Ils seront recommencés parce que si vous faites du dilatoire, si vous faites du théâtre, et que les esprits ne sont pas apaisés, il est tout à fait clair que vous n'allez pas échapper. C'est du théâtre qui se fait actuellement? C'est ce que j'ai dit. Pour le procès de Pouche? Je reviendrai au niveau du putsch. C'est ce que j'ai dit, à interpeller même tous ceux qui sont au niveau des différentes forces, des piliers sociaux. Quand, par exemple, des hommes politiques se lèvent, ils vont rencontrer un chef traditionnel. Ils sortent, ils vous disent à la presse qu'ils sont partis prendre des conseils. Mais ils sont partis prendre des conseils, un mois après, ils font des assassinats. Donc les conseils, là, c'était d'aller assassiner. Ils vont à l'église, ils sortent, ils disent qu'ils étaient partis prendre des conseils. Après les conseils, la presse démontre qu'il y a eu de tas de violations et de corruption. Donc vos conseils, c'était pour aller corrompre. Vous pensez que la question donc de la justice au niveau du procès, nous disons que même la tenue de ce procès, c'est parce que le peuple s'est mobilisé et il est vigilant. Ce n'est pas évident que ceux qui sont à la gouverne de ce pays avaient même intention, encore moins la volonté véritable à ce que ce procès-là ait lieu. Donc, nous disons au peuple, il faut qu'on reste en veille. Nous avons exigé à ce qu'il y ait justice et que ce soit une justice équitable. Mais si les uns et les autres même avaient un niveau de patriotisme élevé, vous n'avez pas, vous, un putsch s'est déroulé, j'étais général à un poste de responsabilité, la justice n'est pas faite, on me nomme ambassadeur. Quand je parle de sacrifice aussi, c'est ça. Je dois avoir la maturité de dire, au vu de, je renonce à cela et je réponds. Mais le grade de général aussi, ce n'est pas n'importe quel grade. Donc, quand vous regardez, par exemple, des généraux qui vont au prétoire, arriver, ils sont même confondus par des hommes de rang dans l'argumentaire, mais à la limite, c'est pour dire que notre pays a vécu sans même une armée. C'est comme si c'était des clans militaires. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut moraliser les forces de défense et de sécurité. Il faut que la hiérarchie soit un exemple. S'il n'y a pas tout ça, il est tout à fait clair que nous sommes en train de naviguer à vue. Parce que si le soldat de première classe, le sergent-chef, qu'il vient chaque matin te voir toi en tant que général, il sait que tous les bunkers que tu as pu faire construire, tu as pu faire pousser du sol, ce sont ces perdièmes que tu as détournés, mais même quand il te sert sa ration en termes de garde-vous, c'est mécanique, mais moralement, tu n'es pas une personnalité à respecter. Il n'y a pas de respect. Donc, voilà pourquoi nous disons qu'il faut qu'on aille au fond. Pour terminer, vous prenez le cas de la police. L'UNAPOL, à son temps, a fait une étude sur les détournements et manipulations de leurs comptes. Des rapports ont été faits, ces résultats ont été mis où? Et même, vous prenez la garde de sécurité pénitentiaire.
Nous avons interpellé le gouvernement depuis la rencontre du 16 octobre 2016 avec le ministre qui est parti, Paul Kabatieba. On a interpellé sur la loi qui a été votée les concernant et l'ensemble des décrets qui ont été pris. Mais si c'était des gens qui considéraient la lettre même qui est donnée par l'acteur social qui est en face, cette question de radiation de 10 GSP n'allait pas arriver. Donc, voilà pourquoi nous disons que... Ça, par exemple, pour vous, il faut les réintégrer. Ils doivent être réintégrés. Que ce soit les policiers radiés, les militaires radiés, les GSP, ils seront réintégrés. Pourquoi? Je vous dis... Vous dites qu'ils seront, c'est pas vous qui décidez. Mais ce n'est pas nous qui décidons. Moi, je compte sur la mobilisation et l'unité du peuple burkinabé, pas une volonté politique. Vous vous rappelez qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères, combien de travailleurs avaient été sanctionnés en amenant Blaise Compaoré à se prononcer à la télé en disant que des diplomates qui ont porté des guines. Mais les guines, là, il oublie que c'est notre coton qui est amené par les impérialistes là qu'on utilise pour les fabriquer et puis revenir. Mais ces diplomates qui ont été éparpillés sur l'ensemble du pays, d'autres qui ont été envoyés dans des écoles, après les crises de 2011, quand Djibril Bassoulé est venu, ils ont été réintégrés. Donc c'est pour dire que dès lors que vous êtes sur la bonne voie, il faut avoir le courage de poursuivre. Parce que l'injustice, la manipulation, les humeurs, l'émotionnel ne doit pas prévaloir sur un état de droit. Un état de droit, c'est aussi le respect des règles établies, notamment en termes de manifestation. Oui, le respect des règles établies. Démontrez-moi un seul exemple qu'ils n'ont pas respecté. Le ministre Bagoro, à l'époque, par rapport au GSP, a sorti clairement pour dire qu'ils n'ont pas respecté les textes. Ils n'ont pas respecté en se basant sur quel élément il dit qu'ils n'ont pas respecté. Parce que dire que c'est un bureau qui a remplacé un ancien bureau, ils n'avaient pas un certain nombre de textes en leur faveur, ça, ce n'est pas un argument. Deuxième élément, quand ils sont sortis, les gens ont dit qu'ils ont fait une éruption au niveau du domicile du ministre. Est-ce que des gens qui font une éruption arrivent à calculer le nombre d'armes qu'ils sont partis trouver avec leurs collègues, à remplir un registre qu'ils sont partis trouver, à acheminer les armes à un lieu de dépôt, aller encore remplir un autre registre? Donc, je dis et j'interpelle que ce qui serait bien, il faut que nous, les Burkinabés, et surtout ceux qui se disent intellectuels, aient les bons yeux à regarder là où on a coincé le pied et non avoir des bons yeux à regarder seulement nous sommes tombés. Une loi a été votée, des décrets ont été pris. Est-ce que même dans un pays qui se veut normal, où des autorités se respectent, on a besoin d'attendre que des gens aillent en mouvement pour exiger la mise en œuvre d'un protocole d'accord ou des décrets ou des lois qui ont été prises? C'est le contexte économique. C'est le contexte économique. Et le contexte économique les engage pas. C'est ce que le gouvernement ne cherche de vous chanter. Quand il y a un contexte économique, on paye des talismans. Quand il y a un contexte économique, on crée des institutions à la part. Les talismans ont été commandés bien avant, c'est ce qu'ils ont dit. Mais ça a été commandé bien avant. Rien ne les empêche de les annuler. Si le contexte économique est dramatique, voilà pourquoi on dit une question de maturité, d'intelligence et de sacrifice aussi pour le pays. Si ça a été commandé avant, le décret aussi a été pris avant. Le décret de décembre 2008 portant les émoluments des ministres, là, ça a été pris avant. Pourquoi ils sont venus faire flamber leurs émoluments? Ça n'a pas été pris avant? Est-ce que sous Blaise Compaoré, toutes les institutions qui étaient là, c'était aussi flambé de la même façon? Nous avons même exigé à son temps, même ce qui existait là, il fallait justifier puis les réduire. Et ils sont venus augmenter. Est-ce que Blaise Compaoré avait un haut représentant de chef de l'État? Même s'il avait aussi, il a eu aussi un ministre d'État auprès de la présidence avec une valisette d'argent pour corrompre les familles des victimes. Donc, sur cette base, il faut qu'on arrête ça. Parce que si on ne parle pas sur la base de la vérité, il y a eu une journée nationale de pardon. Je ne comprends même pas comment les gens se comportent. Vous lancez même des pigeons qui refusent de voler. Ça devait être interpellateur. Mais quand des pigeons, vous les lancez dans un stade, ça refuse de voler, vous devriez savoir qu'il y a quelque chose qui arrive qui est grave. Et vous avez vu ça en 2011, les taxes que nous sommes en train de condamner, qu'ils ont impacté sur la loi de finances gestion 2019, la taxe de développement communal. Ils l'ont annulée avec les événements de 2011, en justifiant qu'effectivement, on avait raison. Aujourd'hui, ce sont les mêmes jeux de passe-passe qu'on ramène pour les introduire en commençant par les véhicules en vue de les élargir. Est-ce que ça, c'est un rapport sain? C'est un comportement sain de dirigeants qui doivent être respectables? Il faut bien des ressources pour gérer ce pays. Il faut bien des ressources. Mais surtout quand il y a des protocoles d'accord à respecter, à mettre en œuvre. Nous l'avons dit que nos dévanciers se sont sacrifiés en 1974. Vous connaissez bien l'origine de l'UTS, l'impôt unique sur les traitements et salaires, qui a été impacté en 1974. C'est parce que les dirigeants, malgré le soulèvement populaire du 3 janvier 1966, ont approché les acteurs syndicaux, ils ont expliqué que ça n'allait pas. On a fait une concession pour une année. Ils ont renouvelé ça pour 1975. Pourquoi vous ne faites pas ça maintenant? Mais nous ne faisons pas ça parce que ceux qui sont en face d'abord ne sont pas des exemples. Voilà pourquoi nous avons demandé à ce qu'on fasse la conférence sur les ressources nationales. Pourquoi ils refusent? Si M. Roch-Marc Christian Kaboré, Excellence, convoque d'ici la fin du mois de janvier, il dépose sur la table cette question des ressources nationales et qu'on analyse ensemble, on vérifie les caisses noires, on les annule tous, on ramène le budget de fonctionnement de l'Assemblée nationale au fonctionnement tel que Blaise Compaoré le faisait à son temps et que les ministres respectent
Vous êtes nostalgique de cette période? Non, pas du tout. Je suis en train de prendre des repères. Si j'étais nostalgique, je n'allais pas me battre. Et de toute façon, la lutte qu'on est en train de mener, c'est depuis Blaise Compaoré, même bien avant. On vous a cité le 3 janvier 1966, on vous a cité les 17 et 18 décembre 1975. Donc, je ne parle pas en tant qu'individu, mais je parle en tant que personne qui porte, au nom des travailleurs, au sein de la CGTB, un flambeau qui a été dressé par les dévanciers. Et je n'ai pas droit de revenir en arrière, j'ai le devoir de continuer, mais d'avoir l'humilité et comprendre que se référer à ces dates, ce n'est pas Bassolman qui est venu pour réinventer une roue. Il y a des dévanciers qui ont abattu un travail colossal. On s'appuie sur cela pour avancer. Pourquoi, malgré les explications, malgré les chiffres, malgré la réalité présentée, le gouvernement a l'impression qu'en face, le monde syndical ne comprend pas la réalité financière du pays? Non, mais justement, c'est comme je l'ai dit. Une chose est de parler. Mais la seule chose qui puisse convaincre votre interlocuteur, c'est quoi? C'est l'acte. C'est l'exemplarité. Mais si vous dites qu'il n'y a rien dans les caisses, je viens d'indiquer que des gens sont venus, se sont signés de protocoles personnels pour se faire payer au niveau des ministères. Si cette conférence sur les ressources nationales est tenue et que véritablement on arrive à nous démontrer par A plus B qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais nos dévanciers n'avaient pas trois têtes. S'ils ont pu faire ce sacrifice, nous sommes prêts aussi à le faire. Mais quand vous regardez le président de l'Assemblée nationale, par exemple, qui va de gauche à droite, c'est 1 million par là, 2 millions par là, je le félicite d'être parti à la presse, donner 5 millions par là, mais tout cet argent-là, ça vient d'où? Vous dites que les caisses sont vides et on n'a pas un schéma de façon claire de gestion des ressources du pays. Il y a un problème. Je ne suis pas contre à ce qu'on donne de l'argent à quelqu'un. Mais les Burkinabés étant sur le même pied d'égalité, il faudrait un budget a été voté, il faut qu'on sache la traçabilité là. Vous êtes contre un président de l'Assemblée sensible aux problèmes des gens? Et même au-delà, mais ça même c'est des problèmes qui créent aux gens. Parce que si vous partez prendre un groupe, vous vous faites entourer par la presse, vous donnez de l'argent, qu'est-ce qui prouve que de l'autre bout du Burkina, il n'y a pas d'autres qui souffrent même, qui sont même dans les mêmes besoins que ça, voire même pire. Donc, de ce point de vue, il faut arrêter des formes de populisme. Donc, une institution doit fonctionner sur la base de la traçabilité. Mais maintenant, il ne faut pas en vouloir seulement aussi aux gouvernants. J'ai suivi le responsable de l'autorité supérieure de contrôle d'État qui parlait j'allais dire des conseils de discipline. Ça m'a permis aussi de savoir que même ceux qui devaient être à un niveau donné, on croit qu'ils comprennent, ils connaissent le mouvement syndical, mais c'est très grave. J'ai reçu une correspondance, une copie d'une correspondance qu'il a envoyée à l'unité d'action syndicale, l'interpellant sur la mise en œuvre des conseils de discipline. D'abord, l'unité d'action syndicale n'est pas représentée dans des conseils de discipline. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand vous prenez l'ensemble des organisations syndicales de notre pays, peut-être même plus de la moitié ne font pas partie de l'unité d'action syndicale. Donc, quand il y a une institution, au niveau de cette institution, c'est le syndicat qui y est, qui propose ses membres au niveau du conseil de discipline. Donc, il aurait fallu que, sur la base de preuves, on dise que dans telle institution, il y a un conseil de discipline qui a été sujet d'un blocage, et qu'on dise que c'est tel syndicat qui est là-bas, le syndicat est interpellé. Donc, s'il n'y a pas d'exemple, le seul conseil de discipline qui a eu des difficultés pour fonctionner, c'est au niveau de l'action sociale. Et pourquoi? Parce qu'on dit que le président du conseil de discipline doit être installé officiellement à travers une note qui est prise soit par le ministre ou le président du FASO. Quand on dit qu'on est dans un état de droit, des règles doivent être respectées. Moi, je lui ai envoyé un SMS pour dire, et je le félicite pour les propos qu'il a eu à tenir, nous attendons de façon précise des exemples pour agir. Je me rappelle quand on dit, par exemple, le mouvement syndical n'interpelle pas les travailleurs, qu'ils vont en retard, qu'on ne les conscientise pas. En retard dans les services, oui, c'est une réalité. Justement, je vous donne un seul exemple. Je vous donne un seul exemple pour dire que comment ceux-mêmes qui s'engagent à faire le travail, comment ils sont punis. Moi, je me rappelle dans les années 2006, 2005 précisément, à Fadam-Gourma, je me suis engagé avec les camarades à faire le tour de la région, les provinces, la Commandieri, la Tapoa, la Nyanya, pour faire des assemblées générales et dire aux camarades, bientôt ça sera les examens scolaires, faites attention, c'est lui qui va se laisser imbriquer dans des questions de fraude, on va saisir la justice ou en tout cas la police pour le faire arrêter. À notre grande surprise, après ces tours, je viens de trouver une note qui est affichée, venant même du ministère au niveau national, disant qu'il y a des gens qui font le tour de la région pour prendre en otage les examens. En 2006, j'ai été affecté dans le centre-ouest. Via mon élection au bureau national de la Confédération, quand on m'a réaffecté à Ouagadougou, la note du directeur régional, c'est que je suis affecté au lycée Marianne Gwabi. Je suis arrivé, le proviseur me reçoit, il dit, bon, vous revenez dans une semaine, et vraiment vous êtes très bienvenus parce qu'il y a 3 professeurs qui seront absents, ils vont au Japon. La semaine arrive, je repars pour prendre mon emploi, ce qu'on me dit là, c'est que tu n'es plus au Marianne Gwabi. Il faut aller voir le directeur régional pour t'envoyer ailleurs. Je dis, les raisons, c'est quoi? Il n'y a pas de raison.
Et je saisis mon syndicat, qui saisit le directeur régional, et on prend une note en disant, en attendant que la commission d'affectation se réunisse, Basé Bassolma est momentanément affecté au lycée Philippe Zenda Kaboré. Donc depuis 2007, je suis momentanément au lycée Philippe Zenda Kaboré. Et la raison, c'est quoi? C'est parce que je suis quelqu'un d'intraitable. Vous voulez me traiter dans quel sens? Donc c'est pour dire que même quand tu t'engages à vouloir correctement conscientiser... Vous n'êtes pas discipliné dans le cadre oui, du mais service. discipliné par rapport à quoi? Je ne peux pas être discipliné par rapport à un corrupteur ou à un corrompu. Si vous êtes dans des fraudes, vous faites des malversations, si je les vois, il est un devoir pour moi de les dénoncer. Sinon, si on vient vous trouver et que j'étais au courant, je suis un complice. Ce n'est pas normal. Donc je dois faire correctement mon travail. Et c'est dans ce même sens que le même gouvernement a pris une note en 2008 disant qu'il interdit à tous les enseignants là de parler de politique en classe. Et ils appellent quoi politique? C'est le fait de rentrer en classe et puis dire aux enfants, voilà comment un Burkinabé doit se comporter. Voilà des valeurs qu'il faut avoir. Sur cette base-là, on estime que si vous conscientisez les enfants de cette façon, ils arrivent à reconnaître leurs droits. Et regardez les dégâts aujourd'hui. Est-ce que par rapport à la lutte de façon globale, depuis un certain temps, depuis que le pouvoir du président Roch Kaboré est là, est-ce que quelque part aussi le pouvoir n'a pas raison quand il estime qu'au niveau du monde syndical, on exagère un peu? Oui, mais pas de répit. Oui, mais ça dépend de la compréhension de l'intéressé de ce qu'on dit exagéré. Qu'est-ce qu'ils mettent dans exagéré? Par exemple, quand vous parlez de répit, le répit, c'est une trêve sociale. Le répit, la trêve sociale, ce sont des conséquences. Comment vous voulez aimer des mangues et haïr le manguier? Il y a un problème. Qui produit les mangues? C'est le manguier, non? Donc, il faut aller à la cause. Donc, ce sont les causes qui permettent d'avoir des conséquences qui sont le répit dont vous parlez ou la question de la trêve sociale. Le gouvernement... Les gens chantent la paix, la paix, la paix. Mais la paix découle d'une justice sociale. La cause de la justice sociale, vous mettez des gens dans des conditions où vous les poignardez et vous leur dites, vous n'avez pas le droit de crier. Il y a quand même un souci. L'organisme même, naturellement, est conçu par réflexe à réagir au choc. Donc, comment vous mettez des gens dans un fourneau, vous ne voulez pas qu'ils crient? Il y a un souci. Vous parlez d'organisation internationale tout à l'heure. Il est clair qu'aujourd'hui, le gouvernement est pris entre deux feux. Il y a les institutions financières internationales qui demandent des réformes parce qu'ils estiment que la gouvernance financière du Burkina pose des problèmes. Mais en face, il y a vous, organisation syndicale, qui ne facilitez pas la tâche au gouvernement. Oui, il n'est pas pris entre deux feux. Ils ont choisi d'être entre deux feux. Dans les années 90, nous avons dit au système auquel il appartenait de ne pas aller au programme d'ajustement structurel. Et puis les Salif Diallo ont dit quoi à son temps? Ils ont dit que les pays qui sont partis au PAS sont partis étant couchés, que le Burkina Faso va au PAS étant debout. Norbert Zongo leur a écrit pour dire quelle est la différence entre un malade qui rentre au bloc opératoire en marchant et un malade qui rentre au bloc opératoire étant sur civière. Il y a des gens qui marchent, qui rentrent au bloc opératoire, qui ne ressortent pas. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent nous dire aujourd'hui si le Burkina Faso est-il couché ou bien s'il marche toujours? Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est les institutions internationales. Il faut avoir le courage de leur dire la vérité. Salif Diallo, avant sa mort, il a dit quoi? Il a dit qu'il n'a jamais vu un pays qui a été noté 10 sur 10 par ses institutions et qui a connu la paix sociale. Je commence par lui et moi, quand vous prenez lui et moi. Il parle d'indicateur économique de l'espace lui et moi. L'indicateur économique de l'espace lui et moi, qui est appliqué dans notre pays, c'est pour permettre de déterminer la valeur de la main-d'œuvre. Le coût de la main-d'œuvre. C'est pour permettre de déterminer la pression des impôts pour les investisseurs. Et cet indicateur est un indicateur qui est remis en cause au sein de la CEDEAO. Et aucun pays qui a pu mettre ça en œuvre n'a pu connaître la paix sociale. Parce que quand vous prenez la masse salariale en disant de diviser ça par les recettes propres du pays, et là aussi ils mentent. Au lieu de dire les recettes propres du pays, ils font comprendre à la population que les travailleurs s'accaparent de 50% des ressources du pays. Ce qui est un faux débat. Donc, mais quand vous prenez donc la masse salariale sur les recettes du pays, mais les recettes du pays, là, il faut d'abord voir, quand on perd par exemple 6 et quelques tonnes d'or à travers les fraudes, ce que les gens ont pris comme prêt, ils ne payent pas, les détournements, l'investissement des infrastructures qui s'écroulent, contrôlées par le vent et la pluie. Tout ça, si c'était correctement fait, il est clair que les recettes n'allaient pas être dilapidées et peut-être même qu'on allait tourner dos à ces investisseurs internationaux. Quand je prends le Fonds monétaire international qui a fait un message en disant que lui il encourage l'Assemblée nationale à mettre en œuvre les réformes. Nous avons dit à Kandessou, qui était son directeur général, dans les années 92, à la bout du travail, que FMI, c'est famine plus misère plus impérialisme. Et c'est ça qui se vérifie. Quand vous prenez la directrice générale du Fonds monétaire international, son salaire annuel, ça fait 551 700 $. Donc, ça veut dire, en France, ça fait plus de 26 millions par mois. Alassane Ouattara, qui était l'ancien directeur général adjoint, a dit, dans les années 2009-2010, qu'à Washington, lui, il était plus à l'aise parce qu'il touchait mieux que le président Bill Clinton. Donc, est-ce que des gens comme ça, qui sont dans le beurre, peuvent-ils venir
indiquer à des dirigeants qui sont consciencieux de l'intégrité de leur peuple et puis mettre de façon sauvage ce qu'ils désirent. Mais est-ce que l'ONU dit oui, que lui, il est étonné qu'il y a un état d'urgence qui est dans les zones, dans certaines provinces? Est-ce que l'ONU, les responsables de l'ONU ne sont-ils pas au courant qu'il y a eu mise en œuvre des programmes d'ajustement structurel dans notre pays qui ont causé 7 845 emplois directs perdus? Est-ce que l'ONU ignore que notre pays, après la mise en œuvre des PAS, a été classé comme pays pauvre très endetté, PPTE? Est-ce que l'ONU oublie qu'après PPTE, on est passé à la stratégie de croissance accélérée de développement durable? On vous dira toujours que c'est bien de critiquer, mais au pied du mur, c'est d'autres réalités. Oui, mais au pied du mur. Mais celui qui est au pied du mur et qui sait que c'est d'autres réalités, il quitte. On n'a pas attaché quelqu'un à un poste de responsabilité. Si vous êtes doté d'un minimum de patriotisme, d'un minimum même de bon sens, basé pas seulement qui est à un poste de responsabilité. C'est pas facile de tourner le dos à ces institutions. Oui, non, on ne veut pas tourner le dos à ces institutions parce qu'eux aussi, ils préfèrent être dans ce flou. Parce que ces institutions, est-ce que vous les avez déjà vues un jour lever le doigt et puis dire, interpeller le peuple à rentrer en résistance quand un pays est mal gouverné? Ils ne l'ont jamais fait. Les indicateurs de l'espace UEMOA, pourquoi l'espace UEMOA n'a pas salué l'insurrection et la résistance chez nous? Il faut intégrer ça dans les indicateurs, c'est aussi des indicateurs de gouvernance démocratique. Pourquoi ils ne le font pas? Je vous rappelle que le 3 avril 2015, nous avons reçu une délégation de ces institutions internationales à la Bourse du Travail. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils ont dit qu'au vu de ce qui était en train de se passer au Burkina, et ils avaient déjà même mis une croix sur le Burkina Faso. Ça veut dire qu'ils n'espéraient plus. C'est parce que nous avons pu résister qu'ils sont revenus après. Alors, donc on va fermer les jeux, ils mettent le pays dans un caniveau, et puis ils ferment leurs valises, ils vont ailleurs. Pour vous, aujourd'hui, c'est vrai que ces institutions-là reviennent, attirent l'attention sur la masse salariale. Pour vous, le problème, ce n'est pas la masse salariale? Le problème n'est pas la masse salariale. D'abord, les autorités ne donnent pas la vraie information aux populations. Et voilà pourquoi nous avons dit aussi que sur la question de Yirgou, par exemple, c'est de l'hypocrisie administrative, politique et institutionnelle. Quand vous mentez à la population en disant que les travailleurs s'accaparent de plus de 50% des ressources, et que ce sont ces travailleurs qui sont à l'origine du non-développement des régions, vous êtes en train de créer des germes de confrontation. D'abord, les 35% même qui ont été définis par l'espace UEMOA, s'il y a une bonne gouvernance, nous n'allons même pas atteindre 20%. Nous n'allons même pas atteindre 20%. Et regardez, je viens de citer des exemples sur les questions des mines, les questions de détournement. Vous avez vu le reporter qui vient de faire un travail formidable en dénonçant des wagons de charbon aurifère qui ont été arrêtés à Bobo. Au lieu d'appeler le journaliste, le féliciter, c'est de passer de plateau en plateau pour le dénigrer. Ça signifie quoi? Mais ce charbon-là, il partait où? Et si véritablement les gens avaient les papiers pour faire une bonne exportation, comment vous allez vous retrouver à être bloqué par la douane là-bas? Il y a un souci. Et pourtant, le gouvernement dit que c'est légal. Oui, mais c'est toujours ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui n'est pas légal chez eux? Même tuer est légal. Quand on est éloigné de son peuple, on ne peut pas comprendre les réalités que les gens vivent. J'ai eu à interpeller, pendant la rencontre gouvernement-syndicat, véritablement le vendredi 11 septembre 2015, Yacouba Isaac Zida et puis tout son gouvernement, en lui disant, je les invite un jour, je peux me lever un matin, avec 200 francs, je vais dans un bengadrome, je prends mon benga à 150, et puis je dis de mettre l'huile 50 francs. Ce n'est pas que je ne peux pas manger ailleurs, mais il faut voir autour de vous la jeunesse, comment elle vit. Vous allez voir des jeunes qui vont venir avec 100 francs. Ils vont prendre le haricot 75 francs, huile 25. L'huile, d'abord, la qualité, là, c'est quelle qualité? Quand ils vont finir de boire, c'est soit une dissolution ou d'autres produits qu'ils vont prendre pour tenir toute la journée. Parce qu'il ne sait pas s'il va manger à midi ou s'il va manger le soir. Vous, au bain, vous êtes assis dans un maquis, mais le jeune va venir avec des articles. Il vient, il fonce, il tente ça sous votre nez. Vous allez lui dire qu'il vous manque du lait. Il ne vous voit pas. Est-ce qu'il faut rejeter toute la misère de la population sur la gouvernance? Mais c'est sur la gouvernance. On ne doit pas, chacun à son petit niveau, ne doit pas aussi se remettre en cause? Justement, voilà pourquoi j'ai situé les responsabilités. On a la chance que dans notre pays, on ne force pas quelqu'un pour devenir président ou ministre. Mais vous voyez les difficultés même de composer une équipe gouvernementale là. C'est parce que les gens vont pour se servir et non pour se servir. S'il y avait un sacrifice véritable à faire là-bas, il y allait avoir moins de gens à donner des noms, donc facilement ça allait passer. Donc quand on fait des rencontres, des concertations, on met des noms au crayon, après on gomme, ainsi de suite, c'est parce que les gens vont se sucrer et non travailler pour le pays. Et c'est ça qui est condamnable. Donc quand nous disons que c'est la gouvernance là, il faut qu'on ait le courage de le dire. Et il y a le fait aussi, cette gouvernance est casquée par le fait que nos pays africains manquent véritablement d'indépendance. Au plan politique, au plan économique, quand nous parlons, on dit oui, nous sommes dans les airs. Et regardez le vice-président ou premier ministre italien, il vient d'accuser la France. Les questions d'évacuation de jeunes Africains qui meurent en mer. C'est quand même gênant que ce soit l'Italie qui s'exprime de la sorte. Le problème, même si eux aussi ils ont eu une part de responsabilité, ils ont mis le doigt sur la plaie. Ils ont mis le doigt sur la plaie.
Vous imaginez par exemple des présidents africains qui vont quitter ici, ils ont le courage d'aller pleurer à Paris devant le président français parce que le terrorisme a tué des gens. Dans nos pays, là, par jour, combien de gens meurent? Voilà pourquoi je dis le vrai terrorisme qu'il faut combattre, c'est ce qu'on est en train de faire au front, tout en saluant l'effort des FDS. Le vrai terrorisme, c'est dans nos institutions, c'est dans l'administration. Parce que dans une institution, quand vous faites des détournements, arrivé à un moment donné, l'institution ne peut plus fonctionner et même aller à la limite de fermer et par des pertes d'emploi, il y a combien de jeunes vous tuez dans l'ombre? Vous avez vu le FMI, la mise en œuvre de ces injonctions, en prenant l'exemple des emplois au niveau des jeunes. On réduit le recrutement au niveau de la fonction publique. Et même au niveau des hydrocarbures, Paul Kabatiaba nous a dit le 17 janvier qu'eux, ils ont des engagements avec le FMI qu'il faut respecter. Et ils oublient justement que l'augmentation qui a été faite là est anarchique et même viole des textes. Puisque à l'issue de la rencontre de Bobo Dioulasso, Blaise Compaoré a pris une ordonnance en 2013 pour ramener la taxe qui est perçue sur le litre de super là, au lieu de 125 francs, ça a été ramené à 50 francs. Et le gazole, au lieu de 50 francs, ça a été ramené à 10 francs. Du 24 mai 2013 jusqu'à nos jours, les gouvernants ont continué à ponctionner les taxes là, 125 francs sur le litre de carburant. Quand nous avons posé ça sur la table, c'est en cela que j'apprécie Paul Kabatiaba. Il est rentré dans tous ces états, mais il a demandé à la Sonabi de lui dire exactement qui perçoit ces 125 et où est-ce que ça rentre. Quand il a su qu'il était aussi dans le décor, après, il dit bon, qu'ils vont aller à Manga et puis on va reprendre la semaine prochaine. Voilà. Donc, c'est une question de gouvernance. Une question de gouvernance, mais pour que tout cela fonctionne, l'économie fonctionne, pour que les protocoles soient appliqués, il faut que le pays soit dans la stabilité, dans la paix. Mais il y a cette question de terrorisme, mais à côté, il y a, attention, ce qui est en train d'arriver, ces problèmes avec les communautés, notamment, on parlait tout à l'heure de Yirgou, mais il y a eu aussi Nafona, il y a eu Orodara, et ça aussi, ça craint. Oui, d'abord la question de la sécurité. Quand nous disons que les autorités n'aiment pas un acteur social crédible, c'est tout ça. La question du terrorisme, nous avons interpellé les autorités depuis les années 1981, au niveau du mouvement syndical. Vous avez vu, même quand on veut t'affecter, on dit si tu fais, on va t'amener dans la gna-gna profonde et métallique, parce que tu es un syndicaliste. Nous avons dit le fait de délaisser ces zones-là un jour, ça risque de retourner sur le peuple et nous allons payer cher. C'est ce que nous sommes en train de payer. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, vous parlez de terrorisme. Et regardez nos lois. Quand vous votez la loi 028 du 13 mai 2008, qui porte code du travail dans notre pays, une loi dans laquelle vous dites qu'on peut renouveler une fois le contrat à durée déterminée d'un travailleur. Des travailleurs dans notre pays qui sont là avec 2 mois, 3 mois de contrat et on peut budgétiser même son licenciement. Et on dit à la justice, même si on te licencie abusivement, le maximum qu'on doit te donner, c'est 18 mois de salaire. Vous votez une loi au niveau de laquelle on place les travailleurs, on te recrute en ton nom. La société Écran perçoit près d'1 million de francs en ton nom. Ce qui te revient ne vaut même pas les 200 000. Vous partez en justice, vous avez raison, vous n'êtes pas rétabli dans vos droits. Voilà pourquoi, tout en réitérant ma compassion à la question de Yirgou, Nafona et Orodara, il faut qu'on se dise la vérité. Quand nous prenons la question de Yirgou, même si c'est des germes de confrontation régionale, les autorités, la responsabilité doit être située. Nous avons toujours interpellé à ce que les autorités interviennent de façon diligente quand il y a crise. Est-ce que cela a été fait à Yirgou? Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, nous avons dit, dans le comportement des autorités, il faut éviter même eux-mêmes d'être des gens qui sèment des germes de la division sociale. Le discours politique. Dans les années 2000, vous avez vu des dirigeants syndicaux qui ont été attrapés, attachés, avec la complicité de chefs traditionnels, où ils ont été traités d'étrangers sur le même territoire burkinabé. Parce que leur seul tort, c'était de revendiquer la vérité et la justice sur le dossier Norbert Zongo. Vous prenez le cas de Nafona. Nous avons des revendications qui portent sur le foncier, la gestion du foncier dans notre pays. Et nous avons dit, si on ne fait pas attention, d'un jour à l'autre, ça va exploser. Des gens vont payer des hectares, des dizaines et des dizaines d'hectares. Des paysans se retrouvent avec leurs enfants qui évoluent, ils ne savent pas où cultiver. D'un jour à l'autre, ça va exploser. Et quand nous disons aussi l'intervention de façon diligente, c'est la question de Orodara. Des gens viennent vous dire que dans leur communauté, il y a quelqu'un de moralité douteuse. Si vous avez été informé une fois, 2 fois, 3 fois, vous ne réagissez pas. Après, le feu prend la maison et on court maintenant chercher de l'eau pour éteindre. Donc, la question du laxisme. Donc, je dis, il y a non seulement le laxisme, j'allais dire même de la complicité étatique. Parce que j'ai pris le cas des travailleurs quand on dit qu'ils perçoivent 50% des ressources, tout en sachant que si on continue dans ce langage, il risque d'avoir confrontation sociale, c'est qu'on est complice de ce qui arrive. Et pour terminer, j'ai toujours dit aussi que nous avons des dirigeants peut-être qui ont même intérêt à ce que la frange sociale ne se taise pas, afin de trouver des éléments pour justifier une certaine incompétence. Donc on n'arrive rien à faire, les gens sont au front, et on utilise ça pour dire c'est parce qu'il y a tel et tel et tel élément que je n'arrive pas à agir. On ramène le tout de façon hypocrite, on dit c'est Blaise Compaoré. Blaise Compaoré était-il seul? Est-ce qu'il gérait seul? Tous ceux qui sont là au niveau du système aujourd'hui occupaient quel poste?
Quand on me dit qu'il hébergeait des terroristes ici, mais qui était le président de l'Assemblée nationale? Quels sont ceux qui donnaient les instructions? Voilà pourquoi je dis, quelle que soit la personne qui est en face, il faut qu'on ait le courage de dire la vérité. Qui a y perd la vie? Et quand je parle d'hypocrisie, pour terminer, vous avez vu Salifou Nebie, quand il a été assassiné. Je me rappelle, nous on était à Genève. L'UAS devait rencontrer la délégation gouvernementale. Quand on les a rencontrés, nous avons dit, si vous rentrez, il faut interpeller le président Blaise Compaoré, il faut qu'il y ait la justice et la vérité sur le dossier de Salifou Nebie. Mais le ministre qui a eu le courage de prendre la parole pour dire non, des dossiers comme ça, on ne doit pas les évoquer. Quand on a suspendu la rencontre, il m'a rejoint dans les toilettes pour dire ah, vraiment, vous avez raison. Hein. C'est arrivé à Salifou Nebie. Et après, lui, c'est qui? Ah, vraiment, tenez bon, sinon on est foutu. Il faut éviter l'hypocrisie. Quand vous occupez un poste de responsabilité, c'est pour vous sacrifier, y compris votre vie qui revient à cette patrie que vous défendez. Donc, il faut dire la vérité, quitte à perdre votre poste. Mais si vous asseyez, parce que même après le remaniement ministériel, vous allez continuer à percevoir 6 mois de salaire, et après vous venez dire la jeunesse est incivique, la jeunesse là, est-elle tombée du ciel? Mais la jeunesse nous regarde au quotidien. Quel est notre comportement? On attrape des gens en l'air, sur des mœurs même sexuelles. Vous venez, vous les reconduisez dans des gouvernements. Vous voulez que qui respecte qui dans ce sens? Quel exemple vous donnez à la jeunesse? Donc voilà pourquoi je dis, je donne un exemple au niveau du Zenda, pour indiquer comment, dans notre pays, même socialement, la morale est rase. Des enfants qui sortent, qui viennent me voir, au moment où je prends mon véhicule, ils disent, monsieur, nous avons cours le soir, nous logeons très loin, on ne peut pas manger. Ce jour, j'ai été payé un cahier de 100 pages, je viens donner à une femme qui fait du riz, qui vend à 100 francs, 150 francs. J'ai dit, bon, les enfants qui viennent là, il faut leur donner à manger. Vous prenez les noms, à la fin du mois, je vais régler. J'ai fait ça sur 4 mois. Et la somme la plus élevée que j'ai payée, c'est 6 000 francs. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la police et des enquêteurs pour venir aux Zenda voir où est-ce que je gagne l'argent pour nourrir des enfants. Mais quand eux, ils étaient des enfants là, est-ce que quelqu'un qui ne les connaît pas ne leur a déjà pas tendu? Parce que justement, de plus en plus, on doute aussi du train de vie des leaders syndicaux. Oui, mais justement, quand vous prenez par exemple le mouvement syndical, si vous venez, 4 sur table, on peut vous dire ce qu'on reçoit. Moi, il y a une note, je peux vous la présenter à tout moment. Je reçois au nom de la Confédération pour sa gestion 60 000 francs. Comme carburant, comme téléphone et pour payer les journaux. Ça, c'est un. Je vous le dis, il y a les preuves. Quand nous disons la transparence, c'est qu'on est capable de rentrer à nous-mêmes. Le deuxième aspect, moi, je ne suis pas dans l'éducation parce que je cherche un salaire. Si vous prenez mon background, je peux bien m'investir ailleurs et puis le faire. Si vous, au bain, si vous vous levez, vous partez, vous ramassez du sable à l'extérieur, tout de suite. Et ou même vous cueillez des feuilles, vous venez, je vous décris quel type d'arbre et ce que ça peut soigner. Vous savez ce que ça peut me procurer? Et troisième élément, moi, je suis devant vous en train de parler. Pourquoi vous n'avez pas demandé à quelqu'un d'autre, vous m'avez demandé? Mais justement, c'est parce qu'il y a un minimum de contenu. Et troisièmement, la société est en train de s'enfoncer parce que l'éducation est considérée comme la base des échelles. C'est vraiment dommage. Dans les pays qui se développent, la Corée, ainsi de suite, n'importe qui ne parle pas dans l'éducation. Il y a un statut valorisant qui arrive. Justement. Mais le statut valorisant, malheureusement, un protocole qui a été signé avec des sommités dans tous les milieux, et des gens ont perdu la parole, ils ne peuvent pas interpeller le gouvernement pour mettre ça en œuvre. Est-ce que c'est sérieux? C'est justement la contribution de ces forces morales, justement, religieux, coutumiers, de plus en plus sollicitées, et je dirais même trop sollicitées parfois. Je dis, mais justement, voilà pourquoi je dis qu'elles doivent faire attention. Parce que moi, je suis né au village, grandir au village, et de toute façon, je suis animiste. Je ne suis pas ceux qui, à 2 h du matin, ils prennent une 4x4 traverser des villages. Allez, on va leur servir dans des potions, dans des calebasses qui ont fait 5 ans sans être lavés. Il boit, il rôte, et puis il revient le matin s'asseoir. Non, le verre est sale, il faut rincer. Il faut qu'on se respecte. Nous sommes des Africains. Donc, sur cette base, quand un chef traditionnel fait correctement ses coutumes-là, un menteur ne peut pas venir là-bas. Si tu viens, tu prends des engagements, tu ne les mets pas en œuvre, tu ne vas plus traverser la porte. Donc, je me pose même souvent la question, est-ce que ces chefs traditionnels, en égorgeant le poulet, ils mettent ça véritablement sur le fétiche? Est-ce qu'ils ne s'asseyent pas ailleurs parler parce qu'ils sont en complicité avec les hommes politiques? La tradition, ça ne ment pas. Si on prend la terre simple, on met dans un canari, et on dépose à la présidente du Faso, et on dit au-delà de la Constitution, il faut jurer sur ce canari, au bain, il n'y aura pas de candidat. C'est ce qu'il faut faire. Il n'y aura pas de candidat. Voilà pourquoi je dis, en plus de cela, même dans notre armada judiciaire, on doit faire en sorte à inclure certaines valeurs traditionnelles. Alors, est-ce que ça veut dire qu'au regard de tout ce que vous dites là, 2019, il n'y aura finalement pas de trêve, ne serait-ce que pour le nouveau Premier ministre qui est là? D'abord, nous avons dit qu'il ne faut pas que quelqu'un vienne nous dire qu'il vient d'arriver. Il était où pour venir d'arriver? C'est lui qui sait d'abord qu'il va venir nous dire qu'il vient d'arriver, qu'il reste là où il est. Deuxième élément, les clés de la trêve sociale se trouvent dans les mains du chef de l'État. Si par exemple le chef de l'État, j'ai parlé d'une conférence, s'il annule les institutions,
il ramène le train de vie de l'État en faisant respecter le décret qui a été signé pour les émoluments. Ainsi de suite, il n'y a pas de raison. La trêve, là, je vous dis, c'est une conséquence. C'est une conséquence. Parce si la justice sociale dit, il n'y a pas de raison qu'il y ait pas il y a ce budget 2019 dans lequel qui prévoit un élargissement de l'assiette fiscale. Il y a ces protocoles d'accord qui sont là. Est-ce que ça veut dire qu'au nom de tout cela, vous êtes prêts à continuer à mettre la pression sur ce gouvernement qui a besoin de ressources aussi pour faire face à d'autres fronts, notamment sécuritaires? Mais de toute façon, malgré toutes ces conditions, je ne pense pas que vous êtes levé le matin et que vous n'avez pas eu faim. Parce qu'il y a cette situation. Donc la pression, avant qu'elle ne soit collective, elle est d'abord individuelle. Il n'y a pas eu, dans votre moyen de déplacement, ça n'a pas tenu compte de la situation sécuritaire avec les terroristes et dire, même quand il n'y a pas de carburant dedans, il suffit seulement de prononcer le terme terrorisme et puis j'avance. Les gens estiment qu'on menace le gouvernement, on la mine serrée. Ce que nous vivons en arrière est plus dur. Donc comme quelqu'un l'a dit, si vous estimez que l'éducation coûte très cher, il faut essayer l'analphabétisme et puis vous allez récolter les fruits. Les pays qui ont pu se développer là, c'est sur l'éducation qu'ils ont mis l'accent, sur la vérité, sur la conscience, l'engagement, l'esprit de sacrifice. Quand ça crépite, tu vois un ministre qui sort, il court, il va vers une ambassade. Là-bas, c'est calme, c'est parce qu'il gère bien. Donc quand ça crépite, il faut aller vers là où ça crépite. D'accord. Alors, on est en fin d'émission, malheureusement. Vous allez me dire ce que vous pensez de Simon Compaoré. C'était avec lui qu'il y a eu l'institution des zones rouges à Ouagadougou, empêchant les acteurs sociaux de marcher sur les institutions. Mais je leur rappelle également que c'est malgré les tortures que nous avons subies, avec les rasades de tête de nos responsables, c'est de ça qu'ils ont bénéficié en janvier en pouvant démissionner du CDP, sinon à son temps, tu n'étais pas fou pour démissionner d'un CDP. Et troisième élément, il faut qu'ils se rappellent aussi que c'est en 2011, la taxe de développement communal, nous avons battu le macadam pour enlever ça. Il a tenu mordicus à ce que ce soit mis en œuvre. Quand ça crépitait, Luc Adolphe Thiaw est venu, les premières concessions c'était ça, ils l'ont enlevé. Bala Alassane Sakandé, président de l'Assemblée? Bala Alassane Sakandé, le président de l'Assemblée nationale, lui aussi il est interpellé. Si on veut que la jeunesse soit un modèle, il faut qu'il se ravise, ramener le budget de l'Assemblée à sa proportion normale. Ça c'est un. Deuxièmement, il y a une loi qui a été votée le 24 mai 2017 par les Salif Diallo, effaçant des dizaines d'années de malversation. Le courrier confidentiel numéro 134 de ce mois de mai l'a évoqué. Voilà pourquoi nous disons, même ces dossiers, s'ils passent là-dessus, l'histoire retiendra qu'on doit revenir sur ces dossiers et situer les responsabilités. Et troisièmement, il faut faire en sorte à ce que, quand on pose un acte au nom de l'institution, il faut que ce soit une traçabilité acceptable et visible. Il ne faudrait pas se lever comme s'il y avait une caisse dans laquelle on met la main, on vient, on donne. Voilà pourquoi nous avons exigé, et lui-même il doit exiger et faire en sorte à ce que le budget de l'Assemblée nationale soit contrôlé. Il faut que le budget là ait le regard de l'autorité supérieure de contrôle d'État. C'est ça aussi l'exemplarité. Pour terminer, le président Roch-Marc Christian Kaboré? Le président Roch-Marc Christian Kaboré, au départ j'avais cru que, au vu de son passé, ce que nous avons appris sur lui, c'est quelqu'un qui devait véritablement bien gérer le pays. Parce que de toute façon, quand tu n'as rien à envier, par rapport même à l'appareil d'État, tu devais être indépendant dans ta façon d'agir et prendre des dispositions. Malheureusement, ce qui lui est reprochable, on a l'impression que même autour de lui, il y a trop de laisser-aller. Par exemple, quand on parle des gens qui sont dans son bureau où on fait des corruptions pour pouvoir demander des audiences, au lieu de clarifier ça, il demande à ceux qui ont parlé là d'amener des preuves, il y a un souci. Quand vous venez en tant que président élu, vous devriez gérer, vous prenez quelqu'un que Blaise a relevé parce qu'il est plongé dans des malversations foncières, vous le nommez comme directeur de cabinet. Vous avez des conseillers où on tue des gendarmes par dizaines ici. Ils sont assis dans des concerts avec des pantalons troués. Il y a un souci. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Je reçois pour vous Bassolma Bazié, secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur notre chaîne. Bonsoir.